Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour continuer avec vous ma lecture de La femme au collier de velours d'Alexandre Dumas. Alors, Alexandre Dumas, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un écrivain français qui est proche des romantiques et tourné vers le théâtre. Donc Alexandre Dumas a d'abord écrit des vaudevilles qui ont un succès fou et des drames historiques. Plus tard, il s'est orienté vers le roman historique tel que la trilogie Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte Cristo. Voilà, pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir comme d'habitude sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN sur Twitter ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je vous souhaite une excellente soirée et je reprends ma lecture. Hoffmann était donc heureux, c'est-à-dire aussi heureux qu'il est donné à une créature mortelle de l'être. Le soleil de la joie n'éclaire jamais entièrement le cœur de l'homme. Il y a toujours, sur certains points de cœur, une tache sombre qui rappelle à l'homme que le bonheur complet n'existe pas en ce monde, mais seulement au ciel. Mais Hoffmann avait un avantage sur le commun de l'espèce. Souvent, l'homme ne peut pas expliquer la cause de cette douleur qui passe au milieu de son bien-être, de cette ombre qui se projette obscure et noire sur sa rayonnante félicité. Hoffmann, lui, savait ce qui le rendait malheureux. C'était cette promesse faite à Zacharias Werner, d'aller le rejoindre à Paris. C'était ce désir étrange de visiter la France, qui s'effaçait dès qu'Hoffmann se trouvait en présence d'Antonia, mais qui reprenait tout le dessus aussitôt qu'Hoffmann se retrouvait seul. Il y avait même plus. C'est qu'au fur et à mesure que le temps s'écoulait et que les lettres de Zacharias réclamant la parole de son ami étaient plus pressantes, Hoffmann s'attristait davantage. En effet, la présence de la jeune fille n'étant plus suffisante à chasser le fantôme qui poursuivait maintenant Hoffmann jusqu'aux côtés d'Antonia, souvent, près d'Antonia, Hoffmann tombait dans une rêverie profonde. À quoi rêvait-il? À Zacharias Werner, dont il lui semblait entendre la voix? Souvent, son œil distrait d'abord finissait par se fixer sur un point de l'horizon. Que voyait cet œil? Ou plutôt, que croyait-il voir? La route de Paris. Puis à un des tournants de cette route, Zacharias marchant devant et lui faisant signe de le suivre. Peu à peu, le fantôme qui s'est apparu à Hoffmann à des intervalles rares et inégaux revint avec plus de régularité et finit par le poursuivre d'une obsession continuelle. Hoffmann aimait Antonia de plus en plus. Hoffmann sentait qu'Antonia était nécessaire à sa vie, que c'était le bonheur de son avenir. Mais Hoffmann sentait aussi qu'avant de se lancer dans ce bonheur, et pour que ce bonheur fût durable, il lui fallut accomplir le pèlerinage projeté, ou sans cela, le désir renfermé dans son cœur, si étrange qu'il fût, le rongerait. Un jour, qu'assis près d'Antonia, pendant que maître Gottlieb notait dans son cabinet le stade bas de Pergolèse qu'il voulait exécuter à la Société philharmonique de Francfort, Hoffmann était tombé dans une de ses rêveries ordinaires. Antonia, après l'avoir regardé longtemps, lui prit les deux mains. « Il faut y aller, mon ami, » dit-elle. Hoffmann la regarda avec étonnement. « Y aller ?» répéta-t-il. « Et où cela ?»« En France, à Paris. » « Et qui vous a dit, Antonia, cette secrète pensée de mon cœur, que je n'ose m'avouer à moi-même? Je pourrais m'attribuer près de vous le pouvoir d'une fée, Théodore, et vous dire « J'ai lu dans votre pensée, j'ai lu dans vos yeux, j'ai lu dans votre cœur, mais je mentirais. Non, je me suis souvenu. Voilà tout. » Et de quoi vous êtes-vous souvenu, ma bien-aimée Antonia? Je me suis souvenu que la veille du jour où vous êtes venu chez mon père, Zacharias Werner y était venu et nous avait raconté notre projet de voyage, votre désir ardent de voir Paris. Désir nourri depuis près d'1 an et tout prêt à s'accomplir. Depuis, vous m'avez dit ce qui vous avait empêché de partir. Vous m'avez dit comment, en me voyant pour la première fois,
Vous avez été pris de ce sentiment irrésistible dont j'ai été prise moi-même en vous écoutant. Et maintenant, il vous reste à me dire ceci, que vous m'aimez toujours autant. Hoffmann fit un mouvement. Ne vous donnez pas la peine de me le dire, je le sais, continua Antonia, mais il y a quelque chose de plus puissant que cet amour. C'est le désir d'aller en France, de rejoindre Zacharias, de voir Paris enfin. Antonia s'écria. Antonia, s'écria Hoffmann, tout est vrai dans ce que vous venez de me dire. Or, un point. C'est qu'il y avait quelque chose au monde de plus fort que mon amour. Non, je vous le jure, Antonia. Ce désir-là, désir étrange auquel je ne comprends rien, je l'eusse enseveli dans mon cœur, si vous ne l'en aviez tiré vous-même. Vous ne vous trompez donc pas, Antonia. Oui, il y a une voix qui m'appelle à Paris, une voix plus forte que ma volonté, et cependant, je vous le répète, à laquelle je n'eusse pas obéi. Cette voix est celle de la destinée. Soit, accomplissons notre destinée, mon ami. Vous partirez demain. Combien voulez-vous de temps? 1 mois, Antonia. Dans 1 mois, je serai de retour. 1 mois ne vous suffira pas. Théodore, en 1 mois, vous n'aurez rien vu. Je vous en donne 2. Je vous en donne 3. Je vous donne le temps que vous voudrez. Mais j'exige une chose, ou plutôt 2 choses de vous. Lesquelles, chère Antonia? Lesquelles? Dites vite. Demain, c'est dimanche. Demain, c'est jour de messe. Regardez par votre fenêtre comme vous avez regardé le jour du départ de Zacharias Werner. Et comme ce jour-là, mon ami, seulement plus triste, vous me verrez monter les degrés de l'église. Alors, venez me rejoindre à ma place accoutumée. Alors, asseyez-vous près de moi. Et au moment où le prêtre consacrera le sang de notre Seigneur, vous me ferez 2 serments. Celui de me demeurer fidèle, celui de ne plus jouer. Oh, tout ce que vous voudrez à l'instant même, chère Antonia, je vous jure. Silence, Théodore, vous jurerez demain. Antonia, Antonia, vous êtes un ange. Au moment de nous séparer, Théodore, n'avez-vous pas quelque chose à dire à mon père? Oui, vous avez raison. Mais en vérité, je vous avoue, Antonia, que j'hésite, que je tremble. Mon Dieu, que suis-je donc pour oser espérer? Vous êtes l'homme que j'aime, Théodore. Allez trouver mon père, allez. En faisant à Hoffmann un signe de la main, elle ouvrit la porte d'une petite chambre transformée par elle en oratoire. Hoffmann la suivit des yeux jusqu'à ce que la porte fût refermée. Et à travers la porte, il lui envoya avec tous les baisers de sa bouche, tous les élans de son cœur. Mais il entra dans le cabinet de Maître Gottlieb. Maître Gottlieb était si bien habitué au pas d'Hoffmann qu'il ne souleva même pas les yeux au-dessus le pupitre où il copiait le Stabat. Le jeune homme entra et se tint debout derrière lui. Au bout d'un instant, Maître Gottlieb, n'entendant plus rien, même la respiration du jeune homme, Maître Gottlieb se retourna. « Ah, c'est toi, garçon, dit-il en renversant sa tête en arrière pour arriver à regarder Hoffmann à travers ses lunettes. Que viens-tu me dire ?» Hoffmann ouvrit la bouche, mais il la referma sans avoir articulé un son. « Es-tu devenu muet ?» demanda le vieillard peste. « Ce serait malheureux, un gaillard qui en découd comme toi, lorsque tu t'y mets, ne peut pas perdre la parole comme cela. À moins que ce ne soit par punition d'en avoir abusé. » Non, Maître Gottlieb. Non, je n'ai point perdu la parole, Dieu merci. Seulement ce que j'ai à vous dire. Eh bien, me semble chose difficile. Bah, est-ce que donc chose bien difficile que de dire « Maître Gottlieb, j'aime votre fille ». Vous savez cela, Maître Gottlieb? Ah, ça. Mais je serais bien fou, ou plutôt bien sot, si je m'en étais pas aperçu de ton amour. Et cependant, vous avez permis que je continuasse de l'aimer. Pourquoi pas, puisqu'elle t'aime. Mais Maître Gottlieb,
Vous savez que je n'ai aucune fortune. Bah, les oiseaux du ciel ont-ils une fortune? Ils chantent, ils s'accouplent, ils bâtissent un nid et Dieu les nourrit. Nous autres artistes, nous ressemblons fort aux oiseaux. Nous chantons et Dieu vient à notre aide. Quand le chant ne suffira pas, tu te feras peintre. Quand la peinture sera insuffisante, tu te feras musicien. Je n'étais pas plus riche que toi quand j'ai échoué, ma pauvre Teresa. Eh bien, ni le pain, ni l'abri ne nous ont jamais fait faute. J'ai toujours eu besoin d'argent, et je n'en ai jamais manqué. Es-tu riche d'amour? Voilà tout ce que je te demande. Mérites-tu le trésor que tu convoites? Voilà tout ce que je désire savoir. Aimes-tu Antonia plus que ta vie, plus que ton âme? Alors, je suis tranquille. Antonia ne manquera jamais de rien. Ne l'aimes-tu point? C'est autre chose. Eusses-tu 100 000 livres de rente, elle manquera toujours de tout. Hoffmann était prêt de s'agenouiller devant elle, adorable philosophie de l'artiste. Il s'inclina sur la main du vieillard qui l'attira à lui et le pressa contre son cœur. « Allons, allons, lui dit-il, c'est convenu. Fais ton voyage puisque la rage d'entendre cette horrible musique de M. Méhul et de M. d'Alérac se te tourmente. C'est une maladie de jeunesse qui sera vite guérie. Je suis tranquille. Fais ce voyage, mon ami, et reviens ici. Tu y retrouveras Mozart, Beethoven, Cimarosa, Pergolèse, Paciello, le Porpora et de plus, maître Gottlieb et sa fille, c'est-à-dire un père et une femme. Va, mon enfant, va. Et maître Gottlieb embrassa de nouveau Hoffmann qui, voyant venir la nuit, jugea qu'il n'avait pas de temps à perdre et se retira chez lui pour faire ses préparatifs de départ. Le lendemain, dès le matin, Hoffmann était à sa fenêtre. Au fur et à mesure que le moment de quitter Antonia approchait, cette séparation lui semblait de plus en plus impossible. Toute cette ravissante période de sa vie qui venait de s'écouler, ces 7 mois qui avaient passé comme un jour et qui se représentaient à sa mémoire, tantôt comme un vaste horizon qui l'embrassait d'un coup d'œil, tantôt comme une série de jours joyeux, venaient les uns après les autres, souriants, couronnés de fleurs. Ces doux chants d'Antonia, qui lui avaient fait un air tout semé de douces mélodies. Tout cela étant un attrait si puissant qu'il luttait presque avec l'inconnu, ce merveilleux enchanteur qui attire à lui les cœurs les plus forts, les âmes les plus froides. À 10 heures, Antonia parut au coin de la rue où, à pareille heure, 7 mois auparavant, Hoffmann l'avait vue pour la première fois. La bonne Lisbeth la suivait comme de coutume. Toutes deux montèrent les degrés de l'église. Arrivée au dernier degré, Antonia se retourna, aperçut Hoffmann, lui fit de la main un signe d'appel et entra dans l'église. Hoffmann s'élança hors de la maison et y entra après elle. Antonia était déjà agenouillée et en prière. Hoffmann était protestant et ses chants dans une autre langue lui avaient toujours paru assez ridicules. Mais lorsqu'il entendit Antonia pasmodier ce chant d'église si doux et si large à la fois, il regretta de ne pas en avoir les paroles pour mêler sa voix à la voix d'Antonia, rendue plus suave encore par la profonde mélancolie à laquelle la jeune fille était en proie. Pendant tout le temps que dura le saint sacrifice, elle chanta de la même voix dont là-haut doivent chanter les anges. Puis, enfin, quand la sonnette de l'enfant de chœur annonça la consécration de l'hostie, au moment où les fidèles se courbaient devant le Dieu qui, aux mains de prêtres, s'élevait au-dessus de leur tête, seule Antonia redressa son front. « Jurez, dit-elle. »« Je jure, dit Hoffmann, d'une voix tremblante. Je jure de renoncer au jeu. » « Et est-ce le seul serment que vous veuillez me faire, mon ami ? » ?»« Oh non, attendez. Je jure de vous rester fidèle de cœur et d'esprit, de corps et d'âme. »« Et sur quoi jurez-vous cela ? » ?»« Oh, s'écria Hoffmann, au comble de l'exaltation, sur ce que j'ai de plus cher, sur ce que j'ai de plus sacré, sur votre vie. » « Mais, s'écria à son tour Antonia, car si vous ne tenez pas votre serment,
Je mourrais. Hoffmann tressaillit, un frisson passa par tout son corps. Il ne se repentit pas, seulement il eut peur. Le prêtre descendait les degrés de l'autel, emportant le Saint-Sacrement dans le sacristie. Au moment où le corps divin de notre Seigneur passait, elle saisit la main d'Hoffmann. « Vous avez entendu son serment, n'est-ce pas, mon Dieu ?» dit Antonia. Hoffmann voulut parler. « Plus une parole, plus une seule. Je veux que celle dont se composait votre serment, étant les dernières que j'aurais entendues de vous, bruissait ténébrement à mon oreille. Au revoir, mon ami, au revoir. » Et s'échappant légère comme une ombre, la jeune fille laissa un médaillon dans la main de son amant. Hoffmann la regarda s'éloigner comme Orphée dut regarder Eurydice fugitive. Puis lorsqu'Antonia eut disparu, il ouvrit le médaillon. Le médaillon renfermait le portrait d'Antonia, tout resplendissant de jeunesse et de beauté. 2 heures après, Hoffmann prenait sa place dans la même diligence que Zacharias Werner, en répétant « Sois tranquille, Antonia. Oh non, je ne jouerai pas. Oh oui, je te serai fidèle. » Chapitre 7. Une barrière de Paris en 1793. Le voyage du jeune homme fut assez triste dans cette France qu'il avait tant désirée. Ce n'était pas qu'en se rapprochant du centre, il éprouvait autant de difficultés qu'il en avait rencontré pour se rendre aux frontières. Non, la République française faisait meilleur accueil aux arrivants qu'aux partants. Toutefois, on était admis au bonheur de savourer cette précieuse forme de gouvernement qu'après avoir accompli un certain nombre de formalités passablement rigoureuses. Ce fut le temps où les Français surent le moins écrire, mais ce fut le temps où ils écrivaient le plus. Il paraissait donc à tous les fonctionnaires de fraîche date convenable d'abandonner leurs occupations domestiques ou plastiques pour signer des passeports, composer des signalements, donner des visas, accorder des recommandations et faire en un mot tout ce qui concerne l'état de patriote. Jamais la paperasserie n'eut autant de développement qu'à cette époque. Cette maladie endémique de l'administration française, se greffant sur le terrorisme, produisit les plus beaux échantillons de calligraphie grotesque dont on eût ouï parler jusqu'à ce jour. Hoffmann avait sa feuille de route d'une exiguïté remarquable. C'était le temps des exiguïtés. Journaux, livres, publications de colportage, tout se réduisait au simple in-octavo pour les plus grandes mesures. La feuille de route du voyageur, disons-nous, fut envahie dès l'Alsace par des signatures de fonctionnaires qui ne ressemblaient pas mal à des zigzags d'ivrognes qui toisent diagonalement les rues en battant l'une et l'autre muraille. Force fut donc à Hoffmann de joindre une feuille à son passeport, puis une autre en Lorraine, où surtout les écritures prirent des proportions colossales. Là où le patriotisme était le plus chaud, les écrivains étaient plus naïfs. Il y eut un maire qui employa 2 feuillets, recto et verso, pour donner à Hoffmann un autographe ainsi conçu. Hoffmann, Schunalmans, ami de la liberté, se rendant à Paris à pied, signé Gaulier. Muni de ce parfait document sur sa patrie, son âge, ses principes, sa destination et ses moyens, Hoffmann ne s'occupa plus du soin de coudre ensemble tous ces lambeaux civiques. Et nous devons dire qu'en arrivant à Paris, il possédait un assez joli volume que, disait-il, il ferait relier en fer blanc si jamais il tentait un nouveau voyage, parce que, forcé d'avoir toujours ses feuilles à la main, elle risquait d'avoir un simple carton. Partout, on lui répétait « Mon cher voyageur, la province est encore habitable, mais Paris est bien remué. Défiez-vous, citoyens, il y a une police. »
bien pointilleuse à Paris. Et en votre qualité d'Allemand, vous pourriez n'être pas traité en bon français. À quoi Hoffmann répondait par un sourire fier, réminiscence des fiertés spartiates, quand les espions de Thessalie cherchaient à grossir les forces de Xerxès, roi des Perses. Il arriva devant Paris. C'était le soir, les barrières étaient fermées. Hoffmann parlait passablement la langue française, mais on est allemand ou on ne l'est pas. Si on ne l'est pas, on a un accent qui, à la longue, réussit à passer pour l'accent d'une de nos provinces. Si on l'est, on passe toujours pour un Allemand. Il faut expliquer comment se faisait la police aux barrières. D'abord, elles étaient fermées. Ensuite, 7 ou 8 sectionnaires, gens oisifs et pleins d'intelligence, lavateurs amateurs, rôdaient par escouade en fumant leurs pipes autour de 2 ou 3 agents de police municipale. Ces braves gens qui, de députation en députation, avaient fini par hanter toutes les salles de club, tous les bureaux du district, tous les endroits où la politique s'était glissée par le côté actif ou le côté passif. Ces gens qui avaient vu à l'Assemblée nationale ou à la Convention chaque député, dans les tribunes tous les aristocrates mâles et femelles, dans les promenades tous les élégants signalés, dans les théâtres toutes les célébrités suspectes, dans les revues tous les officiers, dans les tribunaux tous les accusés plus ou moins libérés d'accusations, dans les prisons tous les prêtres épargnés, ces dignes patriotes savaient si bien leur pari que tout visage de connaissance devait les frapper au passage, et disons-le, les frapper presque toujours. Ce n'était pas chose aisée que de déguiser alors. Trop de richesse dans le costume appelait l'œil, trop de simplicité appelait le soupçon. Comme la malpropreté était un des signes de civisme les plus répandus, tout charbonnier, tout porteur d'eau, tout marmiton pouvait cacher un aristocrate. Et puis la main blanche aux beaux ongles, comment la dissimuler entièrement? Cette démarche aristocratique, qui n'est plus sensible de nos jours, où les plus humbles portent les plus hauts talons, comment la cacher à 20 paires de yeux plus ardents que ceux du limier en quête? Un voyageur était donc, dès son arrivée, fouillé, interrogé, dénudé. Quant au moral, avec une facilité que donnait l'usage et une liberté que donnait la liberté. Hoffmann parut devant ce tribunal vers 6 heures du soir, le 7 décembre. Le temps était pris, rude, mêlé de brume et de verglas. Mais les bonnets d'ours et de loutre emprisonnaient les têtes patriotes, leur laissaient assez de sang chaud à la cervelle et aux oreilles pour qu'ils possédassent toute leur présence d'esprit et leurs précieuses facultés d'investigatrice. Hoffmann fut arrêté par une main qui se posa doucement sur sa poitrine. Le jeune voyageur était vêtu d'un habit gris de fer, d'une grosse redingote, et ses bottes allemandes lui dessinaient une jambe assez coquette, car il n'avait pas rencontré de boue depuis la dernière étape, et le carrosse, ne pouvant plus marcher à cause du grésil, Hoffmann avait fait 6 lieues à pied sur une route légèrement saupoudrée de neige durcie. « Où vas-tu comme cela, citoyen avec tes belles bottes ?» dit un agent au jeune homme. « Je vais à Paris, citoyen. »« Tu n'es pas dégoûté, jeune Prussien ?» répliqua la sectionnaire, en prononçant cette épithète de Prussien avec une prodigalité qui fit accourir 10 curieux autour du voyageur. Les Prussiens n'étaient pas à ce moment de moins grands ennemis pour la France que les Philistins pour les compatriotes de Samson d'Israélite. C'est ainsi que se termine ma lecture de ce soir. Le chapitre 7, Une barrière de Paris, extrait de La femme au collier de velours. J'espère que vous avez apprécié cette lecture et je vous retrouve tout de suite pour la suite du chapitre.